Bonjour, cette cinquième vidéo est consacrée au troisième chapitre configuration électronique des atomes. Avant de l'entamer, on va faire un exercice complémentaire au deuxième chapitre. Question A. Complétez les réactions nucléaires suivantes. Donc on a 4 réactions sous forme abrégée. Question B. En appliquant les lois de conservation, complétez les réactions ci-dessous. Donc réaction A, B, C, D et E. En même temps, on déduire le type de chacune de ces réactions nucléaires et quelles sont celles qui sont provoquées. Commençons tout d'abord par la première réaction, ou la première forme abrégée, donc le fluor. Donc, le fluor, la cible, est bombardée par un proton, donc va former un noyau d'oxygène plus un atome, un noyau XAZ. En appliquant les lois de Saudet, c'est-à-dire les lois de conservation, celles de conservation de la masse, c'est-à-dire 19 plus 1 est égal à 16 plus A, ce qui donne A est égal à 4. Loi de conservation de la charge, donc 9 plus 1 est égal à 8 plus Z, ce qui donne un Z égal à 2. Donc, le noyau manquant, c'est ce que j'appelle l'hélium ou la particule alpha. Deuxième réaction, donc le palladium 107, bêta- XAZ, ce qui donne la réaction nucléaire. Donc palladium 107 donne un noyau XAZ plus l'émission de bêta-. Bêta-, c'est le E0-1. De ce fait, donc 107, le A est égal à 107, puisque le A de 0 était le A de l'électron est égal à 0. De la même façon, la conservation de la charge donne 46 est égal à Z-1, donc Z est égal à 47. L'élément manquant, c'est l'argent, Ag47. Le lutetium, donc 176, donne le hafnium 176, donc XAZ. En appliquant les lois de conservation de la charge et de la masse, on aura E0-1, c'est-à-dire l'émission bêta-. De la même façon, cuivre XAZ donne le nickel 64, le A est égal à 0 et le Z est égal à 1. Donc c'est le bêta plus. XAZ, c'est le bêta plus. Question B. Donc l'uranium donne une particule alpha plus XAZ. En appliquant les lois de conservation, vous aurez A est égal à 231 et Z est égal à 90. L'élément correspondant, c'est le thorium 231. C'est une réactivité ou c'est une radioactivité alpha.
C'est une réaction non provoquée, c'est-à-dire c'est une réaction spontanée. Donc spontanément, l'uranium libère des particules alpha. Deuxième réaction, l'uranium est bombardé par un neutron, ce qui donne l'iode plus l'yttrium plus 3 neutrons. En appliquant les lois de conservation de masse et de charge, vous aurez le A de l'iode est égal à 139 et le Z de l'yttrium égal à 39. C'est une réaction de fission, puisque on a bombardé un noyau lourd par un neutron. C'est une réaction provoquée, c'est-à-dire non spontanée. Troisième réaction, le néon donne le fluor plus X à Z. De la même façon, on applique les lois de Saudet et vous aurez X à Z est égal à E01, c'est-à-dire il y a un dégagement ou l'émission de bêta plus. C'est une réactivité bêta plus, c'est une réaction spontanée, c'est-à-dire non provoquée. Quatrième réaction, deux noyaux de deutérium donnent un neutron plus X à Z. Les lois de conservation donnent He3,2. C'est l'isotope du noyau d'hélium. C'est une émission de neutrons, ce que j'appelle un rayonnement neutronique. C'est une réaction non provoquée. La cinquième réaction, donc un noyau inconnu X à Z donne l'azote, un noyau d'azote plus bêta moins. En appliquant les lois de conservation, vous aurez le noyau réactif, c'est le carbone 14. C'est une réactivité bêta moins. C'est une réaction spontanée, non provoquée. Introduction, c'est-à-dire on va entamer le troisième chapitre. Introduction des nombres quantiques. La théorie découverte par Planck en 1900 démontre que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement s'effectuent non de façon régulière, mais par paquets, par quantité discontinue. On donne alors le nom de quantum à chacun de ces paquets. Einstein, en 1905, démontre que la lumière, que l'on croyait forcément être une onde, est formée de grains d'énergie, qu'on l'appellera plus tard photon. En mécanique classique, une particule est entièrement caractérisée par 6 paramètres, donc 3 paramètres de position x, y et z, et 3 paramètres de vitesse vx, vy et vz. En mécanique quantique, une particule comme l'électron est caractérisée non pas par les paramètres classiques, mais par les 4 nombres quantiques n, l, m et s. Ces 4 nombres caractérisent les mouvements microscopiques de l'électron autour du noyau. C'est-à-dire il décrit l'état de chaque électron dans un atome. La mécanique ondulatoire permet d'associer une onde psi à une particule. La résolution de la fonction d'un électron nécessite d'introduire dans le calcul les 4 nombres quantiques. Et la résolution de cette fonction permet de déterminer la géométrie des volumes appelés orbitales. Le premier nombre quantique est appelé le nombre quantique principal petit n. C'est un entier qui définit la taille de l'orbital et l'énergie qui lui est associée. Il peut prendre des valeurs entières égales ou supérieures à 1. Donc il peut prendre 1, 2, 3, etc. Ce nombre quantique désigne une couche, ce que j'appelle une couche ou un niveau, c'est-à-dire le numéro de chaque période de la classification des éléments. Donc à chaque niveau, petit n, 1
on attribue ce que j'appelle une couche. Donc pour le premier niveau, la couche est appelée K, deuxième niveau L, troisième niveau M, quatrième niveau N, OP, etc. Deuxième nombre est appelé le nombre quantique secondaire ou azimutal petit l. Il définit la forme générale de l'orbital atomique. Il caractérise la géométrie de l'orbital. L est un entier compris entre 0 et n-1. C'est-à-dire il prend n valeurs possibles. Le petit l désigne ce que j'appelle une sous-couche d'énergie à laquelle on attribue une lettre. Donc pour L est égal à 0, on a ce que j'appelle l'orbital S. L est égal à 1, correspond à l'orbital P. L est égal à 2, correspond à l'orbital D. L est égal à 3 à l'orbital F. Et L est égal à 4 correspond à l'orbital G. Si je prends l'exemple 1 est égal à 1, donc 1 est égal à 1, c'est-à-dire L est compris entre 0 et 0, donc il prend une seule valeur, L est égal à 0. Et ça correspond à l'orbital S, c'est-à-dire exactement à l'orbital 1s. La forme de l'orbital 1s est une forme sphérique. Pour n est égal à 2, donc L est égal à 0, il y a deux valeurs possibles. Donc L est égal à 0, L est égal à 1. Pour L est égal à 0, l'orbital 2s, c'est l'orbital S, qui correspond au deuxième niveau, 2s. Toujours la forme est sphérique, mais point de vue taille, elle est plus grande que celle de la première S. L'orbital L pour L est égal à 1, ça correspond à l'orbital P, 2P. L'orbital P a trois orientations suivant l'axe X, Y et Z. Il faut savoir que les lettres S, P, D, F, S, ça vient de Sharp, P, ça vient de Principal, D, diffuse, F, fondamental, caractérisant les bandes observées en spectroscopie. Le troisième nombre quantique petit m, appelé le nombre quantique magnétique, il traduit l'orientation prise par les orbitales atomiques soumises à un champ magnétique. Il est compris entre -n et plus L. Ça veut dire qu'il prend 2L plus 1 valeur. Il désigne ce que j'appelle une case quantique. Si je prends l'exemple L est égal à 0, donc ça correspond à une seule valeur. M est égal à 0. Ce qui donne une seule case. L est égal à 1, donc L est égal à 1, donc ça veut dire M correspond entre moins 1 et plus 1. Donc c'est-à-dire il y a trois valeurs possibles, moins 1, 0 et 1. Donc ça veut dire que ça correspond à trois cases. On attribue à chaque case une valeur, moins 1, 0 et 1. L est égal à 2, donc le M petit m est compris entre moins 2 et plus 2, c'est-à-dire il y a 5 valeurs, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Ce qui correspond à 5 cases quantiques. De la même façon, L est égal à 3, ça correspond, c'est-à-dire petit m est compris entre moins 3 et plus 3, c'est-à-dire 7 valeurs possibles, ce qui donne 5 cases quantiques. Le dernier nombre quantique, c'est ce que j'appelle le nombre de spin, S. Ce nombre définit l'orientation du spin de l'électron. Le spin de l'électron est une propriété fondamentale d'un électron, comme sa charge négative. Les expériences sur les rayons cathodiques ont démontré que lors
lorsqu'un faisceau d'électrons est soumis à un champ magnétique, une partie de ce faisceau est divisée vers le haut, alors que l'autre est divisée est, est déviée vers le haut, alors que l'autre est déviée vers le bas. Une explication peut être proposée grâce à la nature corpusculaire de l'électron. L'électron étant une charge négative qui tourne sur elle-même, il possède donc des propriétés magnétiques. Comme il y a deux sens de rotation possibles pour une particule, il y a donc deux catégories d'électrons. L'orientation du spin de l'électron est quantifiée et comporte seulement deux possibilités représentées par une flèche vers le haut, S est égal à plus 1,5, une flèche vers le bas, S est égal à moins 1,5. Donc, en résumé, l'état de l'électron est décrit par la combinaison des trois premiers nombres quantiques n, l, m, ce qui définit ou détermine une orbitale atomique. Donc, le tableau résume ce qu'on a défini jusqu'à maintenant. Donc, N qui définit le niveau ou la couche, L une sous-couche, M la case quantique et le S c'est le spin. Le N est supérieur ou égal à 1, le L est compris entre 0 et moins 1 et le petit m entre moins L et plus L. Donc pour L, il prend n valeurs possibles. Donc c'est-à-dire lorsque n est égal à 1, premièrement le niveau correspond à la couche K. Donc n est égal à 1, c'est-à-dire L prend une seule valeur. Donc L est compris entre 0 et 0, donc L est égal à 0. Et ça correspond à l'orbital S. C'est-à-dire le M est égal à 0. Donc l'orbital, c'est l'orbital NS représenté par une seule case. Évidemment, le S est égal à plus ou moins 1,5. N est égal à 2 correspond à la deuxième couche L, ce qui implique que petit l, le nombre quantique secondaire peut prendre deux valeurs. L est égal à 0, L est égal à 1. L est égal à 0, la même chose, c'est l'orbital S. M est égal à 0, donc c'est l'orbital 2s, une seule case. L est égal à 1, c'est l'orbital P, donc M prend trois valeurs, qui est l'orbital de P, donc trois cases, moins 1, 0 et 1. Le troisième niveau, n est égal à 3, ça correspond à la couche M. L est égal à 0, l'orbital S. L est égal à 1, l'orbital P. L est égal à 2, l'orbital D. Donc l'orbital S, une seule case, M est égal à 0, c'est le 3s. M, l'orbital P, M est égal à moins 1, 0 plus 1, donc c'est la 3P, 3 cases. Et L est égal à 2, c'est l'orbital D, correspondant, donc M correspond à 5 valeurs. Donc L, M correspond est compris entre moins 2 et plus 2. Donc ce sera moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Donc 5 cases. Exercice. Donnez les divers orbitales atomiques susceptibles de décrire le comportement de l'électron de l'atome d'hydrogène dans un niveau n est égal à 3. Donnez aussi le nombre d'orbitales correspondants. Quel est le nombre maximum d'électrons que peut contenir cette couche? Pour un niveau n est égal à 3, puisque L est compris entre 0 et moins 1, donc c'est-à-dire que ce sera L est compris entre 0 et plus 2. Donc ça veut dire que L peut prendre trois valeurs. L est égal à 0, 1 et 2. Pour L est égal à 0, M est égal à 0, et ça sera l'orbital 3s, représenté par
une seule case. L est égal à 1, donc 3 valeurs de 1, moins 1, 0, plus 1. Donc ce sera 3px, 3py, 3pz. Moins 1, 0 et 1. L est égal à 2, M est égal à la même chose, y compris entre moins 2 et plus 2. Donc ce sera moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Et ce sera 5 orbitales. La 3D xy, 3D xz, 3D yz, 3D x au carré moins y au carré et la 3D z au carré. Donc chaque valeur correspond à une seule case. Le nombre de l'orbital, donc on a vu pour L est égal à 0, correspond à une seule valeur, donc une seule case. Pour L est égal à 1, 3 valeurs, donc 3 orbitales. L est égal à 2, correspond à 5 valeurs, donc 5 orbitales. La totalité, 1 plus 3 plus 5, ce sera 9. Pour n est égal à 3, correspond à 9 orbitales atomiques. En ce qui concerne le nombre maximum d'électrons, donc chaque orbital peut contenir au maximum 2 électrons, donc ce qui donne 9 fois 2, au maximum 18 électrons. En règle générale, chaque couche contient n au carré orbital et peut contenir un nombre maximum d'électrons égal à 2n au carré. Donc n 3 au carré, c'est-à-dire c'est 9 orbitales. 3 fois 9, c'est 18 électrons. On a déjà vu les différents modèles de l'atome dans l'histoire. Commençons par Démocrite, 400 ans avant Jésus-Christ, puis Dalton, 1810, Thomson, Rutherford, en 1911, a démontré que l'atome est surtout constitué de vide. Au centre de l'atome au centre de l'atome doit se trouver une masse importante positive, que Rutherford appela le noyau. Ce noyau est extrêmement petit. L'atome est dense, l'atome est neutre, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Après Rutherford, en 1902, Bohr, avec son travail, s'inspira du modèle nucléaire de l'atome de Rutherford, dans lequel l'atome est considéré comme un noyau compact entouré d'un nuage d'électrons. Les charges négatives gravitent autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Malheureusement, ce modèle s'est avéré insuffisant pour décrire les spectres des atomes polyélectroniques. C'est-à-dire ce modèle était conçu exactement pour l'étude de l'hydrogène, du noyau d'hydrogène, de l'atome d'hydrogène et de ce que j'appelle les hydrogénoïdes, c'est-à-dire les noyaux qui ont des atomes qui ont un seul électron. Ce modèle s'est avéré insuffisant pour décrire, c'est-à-dire les spectres des atomes polyélectroniques. De ce fait est venue ce que j'appelle la théorie moderne, un noyau central entouré d'électrons en mouvement. Les électrons n'ont pas un trajet bien défini, mais une certaine probabilité de présence. Une certaine probabilité de présence, c'est-à-dire qu'on va parler de probabilité de présence d'un électron dans un espace défini. Représentation des orbitales. L'orbital atomique, c'est la zone de forte probabilité de présence de l'électron. Les nombres quantiques sont l'outil utilisé pour décrire ces orbitales. L'orbital atomique est défini comme étant la région de l'atome où l'électron a une probabilité de présence de plus de 90
La valeur de la fonction d'onde psi en un point donné de l'espace x, y, z est proportionnelle à l'amplitude de l'onde de la matière de l'électron en ce point. L'amplitude de l'onde de matière n'a pas de signification physique réelle. Pour cela, on utilise le carré de la fonction d'onde, c'est-à-dire psi au carré, qui est proportionnel à la probabilité de trouver un électron dans un volume donné dans l'atome. La fonction psi au carré est appelée densité de probabilité de présence. Il y a différentes manières de visualiser la densité de probabilité de présence d'un électron. Par exemple, psi au carré peut être représenté graphiquement par un nuage de points pour exprimer la probabilité relative de présence de l'électron à un endroit donné de l'espace. Plus la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné est grande, plus la densité du nuage de points à cet endroit sera élevée. Donc la figure ci-dessus représente les densités de probabilité. Commençons tout d'abord par la représentation des orbitales S. On a déjà dit que l'orbital S a une forme sphérique. Et dans cette représentation, la surface de la sphère recouvre le volume où l'électron passe 90% du temps. C'est-à-dire quand il est dans l'orbital NS. Ces trois schémas représentent les densités de probabilité de présence pour les orbitales NS, 2s et la 3s. Un nuage de points plus dense indique une région où les électrons ont une plus grande probabilité de présence. Les nœuds indiquent les régions où les électrons ont une probabilité nulle de se trouver. C'est-à-dire la probabilité dans ces zones, c'est-à-dire les nœuds, est nulle. Par contre, les zones denses, on a une forte probabilité de présence d'électrons. Représentation des orbitales P. Donc, une orbitale P, ça correspond à L est égal à 1. Donc, 1 prend 3 valeurs, moins 1, 0 et plus 1. Chaque niveau principal, avec n est égal à 2 ou plus grand, contient 3 orbitales P. Les 3 orbitales de P et leur fonction, c'est-à-dire la de πx, la de πy et la de πz, et leurs fonctions de distribution radiale sont illustrées à la figure ci-dessous. Les orbitales P ne présentent pas de symétrie sphérique, comme les orbitales S, mais elles ont deux lobes de densité électronique de chaque côté du noyau et un nœud localisé au noyau. Les orbitales P ont ce que j'appelle une forme d'altère, orientée selon les axes X, Y et Z. Donc c'est la px, la px. Donc les deux lobes sont orientés selon l'axe X. L'orbital py, les deux lobes sont orientés selon l'axe Y. Et l'orbital pz est orienté selon l'axe Z. Les trois orbitales diffèrent seulement dans leur orientation. Elles sont orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires l'une à l'autre. Il est commode de définir un système d'axes x, y, z et d'identifier chaque orbital pi par px, py et pz. Les orbitales 3p, 4p, 5p et plus élevées ont toutes des formes similaires, c'est-à-dire de deux lobes
à celle des orbitales de p, mais elles comportent des nœuds additionnels, comme les orbitales s plus élevées, et leur taille est de plus en plus grande.